qu'est-ce qui est performant, qu'est-ce qui n'est pas performant, quel visage tu dois... Parce que ça va jusque-là, hein, que je le vois bien. Quel visage tu dois prendre, comment tu dois faire plaisir. Donc tu vas rentrer dans une conformité de toi physique et en plus du regard de l'autre, autant de l'homme que de la femme, hein, parce que tu as après la performance aussi, la taille du sexe, mais aujourd'hui ça va même plus loin, c'est même plus là, c'est comment tu vas faire l'amour. Alors ou des seins pour les filles. Ou des seins, ou petits, grands, enfin, ouais. Quelle que soit la taille, qu'elle soit petite ou grande, à partir du moment où tu mets une norme, c'est foutu. C'est foutu. Donc tu vas mettre des canons. Et là, ça met en branle beaucoup de choses. Tu vas mettre la mode, donc tu vas ouvrir des marchés, tu vas ouvrir des réflexions ou des marchés même de vêtements, tu vas ouvrir des marchés esthétiques, des marchés pornographiques, des marchés etc. Quand tu fais du marché sur la sexualité, c'est foutu. Ta sexualité, elle n'est pas libérée. Salut tout le monde. Juste après avoir parlé des stratégies de pouvoir dans le couple, nouvel épisode sur comment avoir une sexualité libérée. On a envie de parler de ça parce que Tristan c'est un petit peu Dr Love, mais dans le bon sens du terme, parce qu'il voit le monde comme personne ne le voit, c'est pour ça qu'on fait ces chroniques. Là, toi, qu'est-ce que tu vois tu reçois des gens qui viennent te parler de sexualité, de leurs problèmes de couple, de relations sous la couette, dans ton cabinet, et qui, des fois, tu me dis qu'ils vivent des choses extrêmes, quoi. Et puis ça fait partie de nos sujets de prédilection en tant qu'être humain, parce que la sexualité, c'est le rapprochement des corps. Les gens y pensent très souvent. Et puis t'as pas de vie si t'as pas de reproduction, de toute manière. Donc la sexualité, c'est la base de la vie, ça fait partie. Donc évidemment qu'on en parle tout le temps, qu'on y pense tout le temps. Mais dans la société du plaisir, ça fait aussi partie de la maximisation du plaisir. C'est dans notre imaginaire, voilà. C'est le sexe. Aujourd'hui, ça s'est un peu renversé par rapport à la sexualité. C'est-à-dire qu'on a vécu pendant des milliers d'années sur le contact comme tabou. Donc je parle vraiment, pour moi, la sexualité, c'est juste le contact le plus intense, le plus vital, entre guillemets, puisque c'est avec ça qu'on peut reproduire la vie, et qu'on se réunit, et qu'on échange même, donc on se rapproche au niveau du contact. Donc le tabou autour de la sexualité, si on le pousse au bout du compte, c'est le contrôle des comportements par le contact, donc par le corps. C'est vraiment la chose première. Les religions, la première chose que font les religions, c'est de contrôler la sexualité, contrôler le contact. 2020, la dictature sanitaire, première chose que la dictature fait, comme toutes les religions, c'est contrôler le contact. Les distances de sécurité, toucher, pas toucher, etc. Donc il y a même eu des trucs sur le sexe qui étaient assez rigolos. Donc en effet, le contact a été mis comme un tabou de manière à contrôler les comportements. Mais moi, il y a une chose qui me fascine, c'est qu'à la plage, à 99,9%, tout le monde a des maillots de bain. Moi, je trouve ça fascinant dans une société soi-disant libérée, qu'on se mette encore en maillot de bain. Parce que le maillot de bain, c'est Adam et Ève. Tu veux quoi qu'il soit Non, mais je veux rien, moi, c'est pas ça. C'est que j'observe juste que soi-disant on est libéré, mais personne n'est libéré avec la nudité, puisqu'on la cache. Ah, toi, tu voudrais qu'on soit tous naturistes? Non, moi, je veux pas. Moi, je veux que les gens ils fassent ce qu'ils veulent. Moi, je suis juste dans l'observation. Ouais. Qu'une société qui se lit libérée, alors qu'elle passe son temps à se cacher les parties génitales, elle n'est pas libre. Ça veut dire qu'il y a encore du tabou. Il y a encore de la honte, il y a encore de la pudeur, etc. etc. Bon, donc ça n'est pas... Okay. Ça, c'est autre chose. Ouais. Non, c'est très important. Ah bon. Parce que se cacher les parties génitales, c'est exactement ce que Dieu demande à Adam et Ève, ce qu'ils font les trois religions monothéistes. C'est-à-dire la connaissance, à partir du moment où ils ont mangé du fruit, ils ont honte de leur nudité. Et leur nudité, c'est-à-dire ils ont honte de leur partie génitale. C'est le premier tabou. C'est le tabou fondamental qui n'a pas changé. Okay, ouais. Et quand Freud parle justement de se cacher les parties sexuelles comme une des premières choses de la civilisation, de la névrose de la civilisation, il a tout à fait raison. D'accord. Ouais. Donc quand on parle déjà de société libérée, alors que dans la plage on est tous là à se couvrir, il n'y a rien de libéré. Déjà, même de cet ancien tabou, on n'est toujours pas libéré. Nous reste en tête, absolument. Tu veux dire? Voilà, il continue à nous constituer malgré nos déclarations, nos pétitions d'intention comme quoi on se libérait. Donc on se sentirait mieux si on était tout nu à la plage? Je pense pas forcément. Okay. Et non, je ne pense pas forcément parce que c'est ce que tu as dit au début. Okay. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans un tabou inversé, c'est-à-dire une obligation de désinhibition.
ou, comme tu disais, une obligation de performance. Et là encore, si on parle de la philosophie du mouvement et de l'énergétique, le tabou évidemment est anti-énergétique, mais aussi l'obligation de désinhibition ou de performance. Parce que déjà, obliger quelqu'un, et là c'est toute une propagande aujourd'hui de la sexualité plutôt moderne, on va dire après les années 70, obliger quelqu'un à suivre un dogme qui soit celui de la liberté, déjà c'est plus libre. Alors là déjà, ça c'est quelque chose parce que là qu'on aille vraiment dans le quotidien des gens, et on en parlait, on avait déjà fait une première discussion hors micro, c'est pour ça, alors on est bien chaud dedans, tu dis, comme j'avais dit avant. C'est vrai que là, la performance, c'est parce que je souvenais que des fois les mecs étaient plus libres ou trop libres. Justement, on parle de sexualité libérée, que les mecs l'étaient plus, mais tu as raison. Aujourd'hui, la question de la performance, c'est extrêmement intéressant puisque j'entendais un sexologue qui parlait, un des premiers sexologues là, qui est très actif sur les réseaux aujourd'hui, qui dit les jeunes n'ont jamais été aussi soumis à l'idéologie de performance dans la sexualité, notamment avec la pornographie dont on parlait dans le dernier épisode. Et c'est hyper intéressant parce que ça bride complètement la sexualité. Et ben voilà, exactement. Donc finalement, on est quand la libération sexuelle, soi-disant, se fait sous les auspices de la performance, c'est raté. On rate son objet. C'est comme dire apprendre à aimer. L'amour, ça prend pas. Ou plus tu aimeras, plus tu sauras aimer. Enfin, non, tout ça, ou soit spontané. Bon, ce sont des injonctions contradictoires. Et on le voit concrètement, par exemple, dans la relation à l'orgasme. Aujourd'hui, on a réduit l'orgasme à un phénomène électrique. Qu'on te décrit, que la science, les soi-disant scientifiques te décrivent dans les zones clitoridiennes ou dans l'éjaculation masculine, etc. Mais l'orgasme défini comme ça, c'est minuscule. Donc on est encore dans une réduction de l'énergie, alors que le plaisir sexuel, ne se réduit pas à l'orgasme, et deux, tu as une infinité d'orgasmes différents. Mais évidemment que si tu commences à traduire l'orgasme comme une décharge électrique avec une tension qui part, c'est minuscule. J'ai envie de te dire, ça représente plus rien. On te présente ça comme un repère parce qu'il est extrêmement observable, voire mesurable. On te présente ça comme un repère dans une civilisation scientifique qui est la seule, elle est juste capable de mesurer ce genre de choses dans la sexualité. Donc, on réduit la sexualité à l'orgasme, mesurable, et en plus, on va te demander d'être performant dans l'orgasme, sans parler du coup de la culpabilisation que ça veut dire, notamment à l'endroit des femmes, parce que l'orgasme au niveau corporel est quand même un peu plus complexe que l'éjaculation. Donc, qu'il a pas, qu'est-ce que c'est? Donc, ça met dans la tête des gens, et des jeunes en particulier, un bordel monstrueux, et de deux, ça met en catégorie. On va mettre en catégorie, du coup, qu'est-ce qui est performant, qu'est-ce qui n'est pas performant, quel visage parce que ça va jusque-là, hein, je le promets, quel visage tu dois prendre, comment tu dois faire plaisir. Donc tu vas rentrer dans une conformité de toi physique, et en plus du regard de l'autre, autant de l'homme que de la femme, hein, parce que tu as après la performance aussi, la taille du sexe, mais aujourd'hui ça va même plus loin, c'est même plus là, c'est comment tu vas faire l'amour. Alors ou des seins pour les filles. Ou des seins, ou petits, grands, enfin... Ouais. Quelle que soit la taille, qu'elle soit petite ou grande, à partir du moment où tu mets une norme, c'est foutu. C'est foutu. Donc tu vas mettre des canons. Et là, ça met en branle beaucoup de choses. Tu vas mettre la mode, donc tu vas ouvrir des marchés. Tu vas ouvrir des réflexions ou des marchés même de vêtements. Tu vas ouvrir des marchés esthétiques, des marchés pornographiques, des marchés etc. Quand tu fais du marché sur la sexualité, c'est foutu. Ta sexualité, elle n'est pas libérée. Le marché de la performance. Donc dès que tu mets en catégorie. On voit aussi, moi ce qui me choque, c'est sur les abribus, toutes ces vidéos, toutes ces photos de mannequins qu'on voit tout le temps dans et puis toute situation. On a créé à la femme objet, mais c'est pareil pour l'homme maintenant. Comme s'il n'y avait que la femme qui était objet. Alors ça c'est important de le dire, la femme et l'homme sont autant objets l'un pour l'autre. Ils sont de toute manière tous deux soumis au marché, soumis au regard de l'autre, soumis à la performance. Mais alors, en général, là, on est sur des... comment la société, effectivement, nous récupère. Mais donc, les gens, là, aujourd'hui, qui nous écoutent, qu'est-ce que tu vois sur... du coup, pour revenir sur la question de base de la sexualité. Libérée. Voilà. C'est tout simplement sortir de ces schémas de contrôle.
sortir du contrôle. Alors je sais que ça veut dire beaucoup, je vais rentrer un peu plus dans le détail. Qui dit sortir du schéma de contrôle, sortir de la catégorisation. Alors c'est-à-dire, avec un exemple sortir concret, ça veut dire quoi? et de la peur. Bah, la première chose, c'est évidemment, tout ce qu'on dit là, c'est très important, parce qu'on ne s'en rend pas compte. Ok. Donc la personne, avec son histoire personnelle, voit à quelle norme elle correspond. Il faudrait arriver au lit et puis dire pardon. Non, avant d'arriver au lit. Je suis biaisé parce que j'ai vu. Non, surtout pas. J'ai vu ça sur un film, tout ça. Non, avant. Ça doit être une réflexion quotidienne, justement. Okay. Puisqu'on parle tout le temps de sexualité, que les personnes viennent et parlent de ça, ça doit être une réflexion quotidienne de comment ma sexualité est construite. À quel mode je réagis? À quelle injonction je réagis? De quoi j'ai peur? Quel est mon passé? Ou à quelle injonction d'inhibition ou de désinhibition je réagis? Si tu ne déconstruis pas ce qui te fait, tu ne sais pas ce que tu veux. Donc il faut que la fille, ça, j'ai pas compris. Si tu n'as pas déconstruit les normes qui te font, qui te correspondent forcément pas, parce que c'est des normes pour tout le monde et que toi tu es un être singulier, tu sauras même pas ce que tu veux. C'est pour ça que je te dis, mais pour les filles comme les garçons, savoir un peu ce qui nous constitue, ça, c'est la première chose. La deuxième chose... Savoir tester, alors, si on déconstruit les normes... Alors, là, ça veut dire faire de l'expérience, évidemment. Tu déconstruis tes normes en faisant. C'est ça, ouais. Et le concret va te renvoyer des réflexions, va te renvoyer à toi-même, et tu vas dire, ah mince, en fait, j'aime ça, j'aime pas ça. En fait, ça me fait peur, mais parce que ceci... Et donc, ça va être un travail sur soi qui est passionnant. Et là, on arrive à la deuxième étape, qui est celle du ressenti. Celle de l'émotion. Du coup, expérimenter, ça veut dire peut-être se tromper, même quand on est avec... on n'a pas le choix. Enfin, je sais pas qu'il faut se tromper, c'est que de toute manière, on se trompe. La vie fait qu'on se trompe, comme la tu l'as vie dit, fait c'est qu'on tellement essaye. un endroit de tabou. Je pense qu'il y en a, même s'ils sont avec un partenaire en qui ils ont confiance, t'en as plein qui vont avoir du mal à tester, et puis se dire peut-être qu'on va... Après, ça va être très malaisant demain quand on va se réveiller, ou je sais pas quoi, tu vois. Eh oui, il faut passer par là. Faut passer par là. Ah, il faut le faire. Il faut tester, il faut absolument se... Il faut entreprendre. Il faut entreprendre, mais c'est là où quand je dis déconstruire, c'est pas seulement de quoi on est fait, mais la première chose à déconstruire, c'est pour ça que j'ai commencé par parler du tabou. Ouais. Le tabou, c'est quoi? C'est le jugement. Alors, le jugement de Dieu, le jugement des parents, le jugement de la société. Ce regard-là qui t'écrase, et même quand tu fais l'amour, qui t'est encore là à te regarder, à te dire ça tu peux, ça tu dois, ça tu peux pas, ça tu ne dois pas, etc. Il y en a qui se donnent le regard même dans leur tête, alors qu'il n'y a pas de regard. Il est tout le temps là. Il est tout le temps là. Il est tout le temps là. Donc c'est aussi de désacraliser ce regard, ce que la psychanalyse appelle le surmoi, quoi. Comment tu casses une barrière mentale? Aujourd'hui, je vois beaucoup de gens, mais même on parlait d'entreprendre pour rigoler, mais il y a même des gens qui me disent j'ai ce projet-là, non? Je leur dis mais vas-y, entreprends, c'est pas compliqué. Nous, on en est là parce que tu viens de le dire. On fait. Oui, mais tu fais. Eh ben, il y a des gens, c'est du blabla pour eux. Pour les gens comme toi et moi, honnêtement, on n'a pas de mal pour entreprendre. On se dit, ok, on fait lundi, on fait ça. Tac. Alors ensuite, comment est-ce qu'on accompagne quelqu'un à faire? Il faut qu'il soit accompagné. Non. Les gens comme toi et moi, on n'a pas été accompagnés. Voilà, c'est ça que je veux dire. Il n'y a pas de recette. C'est-à-dire, ce serait complètement malhonnête de dire, venez me voir et après vous allez faire. Il y a dans l'énergétique un moment qui est magique, qui est mystérieux et qui ne dépend que de la personne. C'est-à-dire que tu peux, c'est ce que je fais là, je dis vous déconstruisez, ensuite cette déconstruction vous amène aux émotions, ressentez les émotions qui viennent, qui vont vous guider, tout ça se fait en même temps, mais après qu'est-ce qui va faire que ça va se déclencher, que la personne va oser, que ceci, que cela, c'est pas moi, c'est pas toi, c'est pas quelqu'un, c'est la personne elle-même, seule avec elle-même. C'est très important de faire cet aveu d'impuissance, si je peux dire, parce que c'est aussi la liberté de la personne, et c'est aussi là où nous, on ne sera jamais tout puissant, heureusement, parce que sinon, l'idée même du mouvement n'aurait plus lieu. Donc c'est là où ça se passe, et à un moment que je ne sais pas, j'accompagne, je dis, puis je peux écouter la personne et lui donner précisément pour elle, là, ça se passe là pour toi, tu vois, ça va l'aider. Mais la décision, le passage à l'acte, cet élan de liberté ne concerne que la personne, et heureusement. Et donc toute personne qui vous dit non venez, moi je vais vous libérer, non, qu'on libère rien du tout, qu'est-ce que tu racontes, c'est un charlatan là. C'est très, très important aussi comme énergéticien d'avoir cet espace où on respecte et où peut-être il se passera rien,
Et c'est comme ça. Ou ça se passera dans 10 ans, ou tu sais pas. Ou ça se passe sans même que tu saches. Mais en tout cas, une fois que tu entames à la fois ce travail sur toi, psychologique, ce travail émotif lors de l'acte, mais aussi en dehors de l'acte, où tu t'autorises à ressentir ces émotions. Et ça, je parle notamment aux hommes, hein, parce que les hommes sont pour le coup, en fin de compte, je peux pas dire ça, mais on est très inhibés. Ouais, les hommes sont très inhibés. On doit être comme ça. Mais bien sûr. Mais les filles aussi. Hein. Les filles, mais ça on le sait. Et on le met sur la place. Et les c'est mecs, souvent... on le sait pas, tu penses, c'est ça. On en parle beaucoup moins des mecs, de l'inhibition des mecs. Parce que soi-disant, parce que tu bandes, tu serais désinhibé. C'est pas vrai du tout. Ou parce que tu éjacules, tu as eu du plaisir. Combien de fois j'ai entendu dire des femmes, ah bah mince alors, t'as eu ce que tu voulais. Mais en fait, le mec lui-même, il ne sait pas ce qu'il veut. Et il n'est pas branché à sa propre sensibilité. Et en fin de compte, il suffit pas. On a réduit les hommes à une érection et une éjaculation. Tu vois, c'est ce que je te disais au début. On les a réduits. Mais en fait, la sensibilité de l'être masculin, comme tout être humain, est énorme. Il va être sensible à une atmosphère, lui aussi. Il va être sensible à un plaisir qui n'a peut-être rien à voir avec son érection. Peut-être qu'il peut être impuissant. Et au bout du compte, il a, pour un moment, pour quelque chose, mais pas pour aussi une autre forme de plaisir. Mais il faut que l'être masculin lui-même se reconnecte. C'est pour ça que je te disais, il faut sortir des catégories, il faut sortir des tabous, il faut sortir des commandements, il faut sortir des normes, il faut déconstruire et se remettre à cette sensibilité profonde. Et à ce moment-là, communiquer. Et là, je veux dire quelque chose de très important sur communiquer. Communiquer, c'est pas que parler. Parce que là, j'ai eu quand même un truc de fou, Romain, où c'est donc une rencontre qui s'est faite. Alors, je ne sais pas si c'est commun ou pas, mais ils me racontent qu'ils sont arrivés avec le téléphone portable en se filmant l'un et l'autre, en disant qu'ils étaient consentants et en décrivant jusqu'où ils voulaient aller. Qu'il y aurait tel acte. Tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire, pas forcément, non. Ils prennent le téléphone, ils disent moi, machin truc. C'était des gens qui se sont rencontrés sur un site de rencontre ou un truc. J'ai pas demandé les détails de leur rencontre. D'accord. Mais donc, en gros, ils se disent, ok, on se donne rendez-vous à 20h. C'était oui, voilà. Et un consentement mutuel qu'ils ont enregistré. Au cas que t'enregistres. Voilà, que t'enregistres sur le téléphone. J'ai pas compris, purée. Voilà, donc c'était contractualisé, si tu veux. Ah, avant de... Voilà, c'est-à-dire, t'as même pas la chaleur du truc, tu enregistres un selfie. T'as tout compris. J'accepte. Voilà, c'est ça. Ah, c'est horrible. Ah, voilà, tu as compris. Donc, quand je dis... Voilà, l'aspect contractualisation... Non, mais c'est pour ça, parce qu'on est... C'est ce que je te disais. On est dans une société de la peur et du contrôle. Ouais. Et peut-être que... Mais c'est dur, pour le coup, c'est vrai que les phénomènes depuis une décennie, hein, c'est extrêmement récent, qu'il y a eu... En même temps qu'une libération de la parole face à des abus des mecs, il y a eu en même temps ce truc où aujourd'hui, il y a énormément d'affaires qui sortent, et heureusement, parce qu'il y a eu des mecs qui sont comportés... Mais des affaires dans la sexualité, les abus, ils sont dans tous les sens. Oui. C'est pas que les mecs. Non. Je veux dire même les femmes qui font des enfants toutes seules, ou les manipulations, ou moi je suis des couples de lesbiennes aussi, il y a aussi de la violence. Je veux même pas genrifier le truc. Moi, ce qui m'a fait rire dans cette histoire de consentement mutuel, c'est que tu as dans les anciens temps, je parlais de la Bible, où tu as donc un tabou sur le contact, cette histoire de consentement mutuel remet un tabou sur le contact. Ah oui. Tu contractualises, tu le normalises, excuse-moi. Et on en revient, c'est ça qui est fou. C'est que on a réussi dans la soi-disant libération sexuelle des inhibitions à refaire de l'inhibition, à refaire du contrôle, à refaire de la peur. Et la spontanéité, elle s'est envolée. Le mouvement qui fait la saveur et la beauté et la grandeur de cet acte mystique, si je puis dire, il est parti dans le contrat. Il est parti dans la peur, il est parti dans le contrôle. Donc on a refait une nouvelle religion. Tu ne peux avoir une sexualité libérée qu'avec de la spontanéité. Absolument. Et qu'avec, ce que j'ai dit, un retour sur notre passé, avec une sensibilisation de soi, avec, tu l'as bien dit, une mise à l'épreuve permanente et une communication verbale. J'avais un pote qui essayait de parler avec sa copine, on va finir là-dessus pour pas faire trop long, mais qui essaie de parler avec sa copine, et à chaque fois, alors c'est pas, y a des mecs qui doivent être pareil, hein, des filles qui essayent de parler. Là, c'est un pote à moi qui me disait, qui essaie de parler, et puis elle fuyait tout le temps
la discussion. La discussion, Il n'y a pas le contact, la discussion, vraiment, ils essayaient parce qu'ils n'étaient pas au top et ils essayaient de faire, et elle fuit ça. Donc c'est compliqué. C'est intéressant ce que tu dis parce que j'ai aussi reçu. Alors, je pense qu'elle ne fuyait pas que cette discussion. Non, mais j'ai reçu des jeunes femmes, qu'est-ce que ça. Plus d'une, hein, qui m'ont dit oh là là, je suis tombé sur un mec. À chaque geste qu'il faisait, il me disait ça va. Là, je peux. À la fin, la nana, elle a été saulée. Elle a été saoulée. On arrive à ce genre d'extrême. Et en gros, elle lui disait mais ferme ta gueule et lâche-toi, quoi, vas-y. Et on commence à danser. Bon, voilà, on arrive à ce genre de choses. Non, on peut terminer sur... C'est pas facile de trouver l'équilibre là-dessus. Exactement. Ouais. C'est ça, je voudrais terminer sur ça. Il faut aussi se laisser la marge d'erreur, du coup. Voilà, je voudrais terminer sur le fait que c'est évolutif. Oui. Voilà, faut vraiment se dire, mais c'est même pas des erreurs. Alors, il y a des erreurs, bien sûr qu'on fait des erreurs. On se dit, putain, j'aurais pas dû... Faut pas dramatiser. Faut pas dramatiser. Il faut expérimenter. Et puis, c'est évolutif. Ça prend du temps, tout ça. Parce que la sexualité... Tu vois, j'ai commencé par parler de la Bible. Elle commence sur ça, la Bible, quand même. Hein. Enfin, non, elle commence sur le chaos. Donc, sur l'ordre et le chaos. Mais en fin de compte, c'est ça. Sortir de l'ordre pour aller non pas vers le chaos, mais vers le mouvement, c'est du temps. Donc, il faut se laisser le temps, il faut se laisser ses expériences, ses rencontres, ses évolutions, ses errements. Et si... On apaise comme ça et on enlève ce jugement de fou. Là, je vous promets les plaisirs les plus grandioses.